Bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant 8h45 et on va commencer tranquillement. Vous êtes à peu près une cinquantaine d'inscrits ce matin et les participants vont arriver au fur et à mesure. Donc tout d'abord, je me présente. Moi, je suis Nelly Allard, je suis membre de l'école du Pacte du pouvoir de vivre et je vais assurer l'animation de ce webinaire ce matin. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour un webinaire du Pacte du pouvoir de vivre. Vous connaissez sûrement le principe. Ces webinaires visent à présenter une actualité d'une organisation membre ou de plusieurs organisations et surtout de permettre l'analyse par les membres du pacte d'une actualité. Donc actuellement en France, comme vous le savez, le modèle actuel d'aménagement des territoires est centré sur l'expansion urbaine et la transformation des sols. Malheureusement, ce fonctionnement permet difficilement de préserver les fonctions écologiques des sols et la biodiversité et ni de résoudre une crise de logement qui s'aggrave. Par conséquent, à travers le rapport qui s'intitule Réussir le ZAN en réduisant le mal-logement, c'est possible, eh bien, la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre mettent en avant l'opportunité d'un changement de paradigme au service d'une transition juste et formulent une quarantaine de propositions mettant en avant l'action des acteurs du logement et de l'économie sociale et solidaire. Pour vous présenter tout ça, nous sommes ravis d'accueillir ce matin Hélène Denise, chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre, et Félix Mailly, chargé de mission à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Du fait du format webinaire de Zoom, comme vous le voyez déjà, vous ne pourrez pas activer directement vos micros et vos caméras. Néanmoins, je vous invite à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure de la séance. Et après une vingtaine de minutes de présentation de Félix et Hélène, nous aurons un temps de questions-réponses et je relayerai à ce moment-là vos questions. Et donc, je transmets tout de suite la parole à Hélène et Félix pour la présentation. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup Nelly pour la présentation. Alors, je vais simplement partager mon écran pour, euh, pour commencer la présentation. Voilà. Donc, on va vous présenter notamment les conclusions du rapport qu'on a publié en mars dernier sur la conciliation entre résoudre la crise du logement et protéger la biodiversité. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler que si l'on s'intéresse à la question du ZAN, c'est notamment parce que l'étalement urbain a un impact conséquent sur la biodiversité. En effet, selon l'IPBES, l'artificialisation des sols constitue l'une des 5 causes majeures de l'effondrement de la biodiversité, puisqu'en fait, cette artificialisation, elle fragmente ou détruit les habitats des espèces faunistiques et floristiques. De plus, l'étalement urbain conduit également à de nombreuses pollutions. Je pense par exemple notamment aux pollutions sonores et lumineuses qui peuvent avoir un impact important sur les populations d'espèces les plus sensibles. Et au-delà d'être le support terrestre des espèces qu'on a l'habitude de rencontrer, le sol en lui-même constitue une biodiversité riche qu'il est important de protéger. En effet, on en a assez peu conscience parce que ce sont des espèces qui sont invisibles à l'œil nu, mais pour 1 gramme de sol, on compte à 100 000 à 1 million d'espèces différentes pour plus d'1 milliard de bactéries. Et en fait, tous ces micro-organismes qu'on trouve dans le sol, ils rendent des services écosystémiques essentiels, notamment en permettant la circulation de matières premières comme le carbone, l'azote, qui sont essentiels au cycle de vie des plantes. Le sol, il rend également d'autres services écosystémiques. Il est un atout majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pareil, on en a assez peu conscience, mais les 30 premiers centimètres du sol stockent environ 3 fois plus de carbone que l'ensemble du bois des forêts françaises. Euh, on peut également considérer le sol comme un atout pour le cycle de l'eau, parce qu'un sol en bonne santé permet une infiltration des eaux de pluie jusqu'aux nappes phréatiques, alors que les sols artificialisés favorisent les phénomènes de ruissellement et les effets d'îlots de chaleur urbains. Donc voilà, on voit que le sol est un atout majeur pour protéger la biodiversité et qu'il est important de le protéger et que l'étalement urbain, à l'inverse, est une menace pour la biodiversité. Mais on va le voir, Hélène va vous le présenter, que l'extension urbaine pose aussi des problèmes sociaux. Merci Félix et bonjour à tous. Merci aussi pour l'invitation et l'introduction Nelly et à toi Félix pour cette première partie. Effectivement, en plus des conséquences biologiques, hydriques, agronomiques, climatiques qu'a mentionné Félix, le modèle d'aménagement actuel qui est en extension urbaine, il alimente aussi les inégalités.
Aujourd'hui, dans le débat public, on entend souvent les détracteurs de la lutte contre l'artificialisation des sols dire que cette lutte, c'est une contrainte, c'est un empêchement. Et par là, en fait, ils portent l'idée implicite que notre modèle d'aménagement, il serait socialement juste, vertueux. Or, c'est pas une réalité. Pour un petit peu de contexte, même si c'est assez rapidement, parce que je pense qu'on le sait, mais ce modèle d'aménagement en étalement urbain, il a été le fruit de plusieurs évolutions socio-économiques lors du siècle précédent. Notamment révolution industrielle, urbanisation de la population, essor de la voiture individuelle, concentration des activités autour des métropolisation, plus récemment impact du numérique, essor du tertiaire, avec donc un aménagement en extension urbaine, en étalement, avec une désimbrication assez forte, de plus en plus forte, entre lieux de résidence et moyens de subsistance. Et donc cet urbanisme en étalement, il a résulté notamment en une dépendance totale, pour certains, à la voiture individuelle qui a permis et qui a été l'outil en fait de ce mode de développement et qui en est aujourd'hui le symbole. Et cette voiture individuelle, elle est quasiment nécessaire pour chaque acte du quotidien, pour les gens qui vivent dans des quartiers qui sont aujourd'hui sans service ni commerce. C'est une dépendance qui touche davantage les plus modestes. Un quart des habitants du périurbain n'ont pas accès à un service de mobilité à proximité. Et c'est les ménages les plus modestes qui sont les plus affectés. Une étude de la FNH a montré que 32%, que seulement 32% des ouvriers dans ces quartiers avaient accès à un service de mobilité contre 46% des cadres. Et puis, évidemment, cette dépendance à la voiture pèse lourdement sur le budget des ménages. On en a entendu beaucoup parler pendant la crise des Gilets jaunes et aussi ces derniers mois et années avec l'augmentation des prix du carburant. Ça pèse très lourd sur le ménage et ça monte parfois assez haut. À peu près 22% des habitants du périurbain dépensent plus de 150 € par mois en carburant, contre 16% au niveau national. Alors, cette extension urbaine, au-delà des coûts de la voiture, ça a aussi des coûts au niveau du logement, puisque au moment du développement de ces zones pavillonnaires, il y a eu beaucoup de lotissements ont été construits assez rapidement pour répondre à une demande d'une classe moyenne qui était émergente. Et donc, c'est des lotissements qui ont été construits de façon uniformisée, avec souvent des matériaux de basse qualité pour rester à bas coût et avec de fait peu d'isolation, qui provoque aujourd'hui beaucoup de situations de précarité énergétique. Les factures d'énergie peuvent être très importantes et c'est une double peine parce que c'est souvent l'impossibilité d'accéder à un logement abordable, un logement adapté dans les pôles urbains qui a poussé les populations modestes à s'éloigner du périurbain. C'est un coût qui est aussi important pour les collectivités, puisque quand en aménagement, en extension, comme cela, il y a beaucoup d'investissements à faire en développement des voiries, des réseaux, électricité, eau, assainissement, aujourd'hui fibre, et donc pour leur entretien également, pour une assiette fiscale, en fait, une densité de population relativement faible, et donc qui peut être difficile à supporter pour des collectivités qui sont déjà financièrement en difficulté. C'est aussi le cas pour les services de proximité et avec beaucoup de difficultés qui peuvent toucher notamment les personnes âgées qui ne peuvent plus prendre leur voiture et qui sont complètement prisonnières en fait de leur pavillon avec très peu de services à proximité. C'est pour la même raison, en fait, cet urbanisme étalé rend très difficile, voire impossible, le développement de services de transport en commun. La faible densité, l'assiette fiscale, comme je le disais, qui est associée, ne rend pas le service rentable. Et donc, la dépense qui accroît en plus la dépendance à la voiture qui coûte très cher pour les ménages qui y habitent. Et puis, dernière chose pour les collectivités, il y a aujourd'hui des investissements importants qui leur sont demandés pour accompagner la rénovation énergétique des logements qui sont en plus, comme je le disais tout à l'heure, souvent très énergivores dans ces zones pavillonnaires. Et donc, devant l'aggravation du changement climatique, l'impact de l'artificialisation dont parlait Félix sur l'environnement, sur les personnes qui habitent dans ces zones pavillonnaires, il fallait agir contre cette artificialisation. C'est pas on va vous présenter le ZAN, mais le ZAN n'était pas la première politique publique sur la question de la protection des sols. Depuis plusieurs décennies, il y a eu de nombreuses politiques publiques qui ont été mises sur la table. Je pense à la loi Defferre, au plan biodiversité, la loi SRU, la loi ALUR,
la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui ont progressivement intégré l'exigence de protection des sols. Ce qui change dans la loi climat et résilience de 2021, c'est qu'on a instauré un objectif, le zéro artificialisation nette, pour 2050, qui est un objectif chiffré, qui ajoute du coup une dimension évaluative qui reconnaît finalement la limite physique que constitue la consommation des sols, avec en plus un calendrier qui est compatible avec nos objectifs de neutralité carbone pour 2050. Donc en détail, le ZAN, comme on l'appelle, prévoit que la part des terres artificialisées en France soit stabilisée en 2050. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter tout projet de construction aujourd'hui du jour au lendemain. L'idée, c'est d'atteindre une situation dans laquelle le flux d'artificialisation annuel baisse progressivement pour qu'à terme, l'artificialisation résiduelle soit compensée chaque année par des renaturations équivalentes, avec tous les problèmes que ça induit. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous inviterai à regarder notre rapport si ça vous intéresse. La loi prévoit aussi que cet objectif il soit atteint par étapes successives de 10 ans. Et donc, le premier objectif il est en 2030. Et l'objectif, c'est de réduire par 2 notre consommation d'ENAF, d'espaces naturels, agricoles et forestiers, d'ici 2030 par rapport à la consommation des 10 années précédentes. En gros, c'est passé de à peu près 240 000 hectares consommés en 10 ans à 121 000 hectares dans les 8 prochaines années, puisque ça a compté 2021 et 2021-2022. Donc, le ZAN, il prévoit la révision de tous les documents de planification entre 2021 et 2028. Et pour nous, la FNH et la Fondation, c'est vraiment une opportunité de changer de modèle partout en France pour un urbanisme qui serait plus résilient, moins énergivore, qui soit plus juste. Mais pour ça, il faut répartir de manière juste les capacités d'artificialisation qui restent entre les territoires, entre les usages. En gros, pour les 8 prochaines années, on a environ encore 80 000 hectares pour répondre aux besoins de logement si on retire ce qu'on a consommé en 2021 et en 2022, et qu'il faut évidemment hiérarchiser entre tout type de projet, activités économiques, services publics, logements, etc. Et donc, il nous semble important de hiérarchiser ces projets, ces usages, pour aller toujours vers une perspective de justice sociale, de réduction des inégalités. Et il nous semble qu'il n'est pas illégitime que le logement représente une part significative de la consommation d'ENAF, parce que c'est un besoin essentiel, c'est une composante centrale de la vie quotidienne. Et surtout, il ne faut pas oublier que tout ça s'ancre dans un contexte de crise du logement qui est très important, avec quelques chiffres que nous rappelons très souvent à la Fondation Abbé Pierre, 4,2 millions de personnes qui sont aujourd'hui non ou très mal logées, c'est-à-dire en surpeuplement accentué, en inconfort grave, victimes de mauvaises conditions d'habitat. Et parmi elles, 330 000 personnes qui vivent sans domicile. Autour de ces 4,2 millions de personnes mal logées, il y a aussi un ensemble qui est plus large de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement à différents degrés. Ça concerne à peu près 12,1 millions de personnes. Donc ça concerne le surpeuplement modéré, les impayés de loyer, de charges, les personnes qui sont touchées par la précarité énergétique, qui vivent dans des logements dégradés ou dans des copros en difficulté. Et puis, il y a aussi 2,56 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. C'est en augmentation assez importante ces dernières années. Et au-delà de ces personnes qui sont non logées, très mal logées et qu'il faudrait reloger ou améliorer le logement, il y a aussi l'évolution démographique qui génère des nouveaux besoins en logement. Donc, il y a notamment l'évolution des cohabitations avec la multiplication du nombre de ménages, le vieillissement de la population, la croissance démographique liée notamment aux migrations. Et donc, même si la croissance démographique, devrait ralentir dans les prochaines années, pour faire face aux besoins et aux retards qu'on a accumulés, notamment en construction de logements, pour résorber le mal logement, pour loger tous les nouveaux ménages, détendre le marché dans certaines zones tendues, à la Fondation Abbé Pierre, on estime qu'il faudrait un besoin de production annuel d'environ 400 000 nouveaux logements par an pendant 10 ans, dont 150 000 logements sociaux, là où se trouvent les besoins. Donc, je laisserai la parole à Félix pour nous expliquer comment on pense que c'est peut-être possible. Oui, donc on a souhaité montrer donc à la fois à la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre que résoudre la crise du logement et mettre fin à l'artificialisation, c'était tout à fait possible. Et donc, c'était tout l'enjeu de notre rapport. Donc, simplement un rapide point sur la méthodologie de notre étude.
On a eu une première phase avec une quarantaine d'entretiens, notamment avec des réseaux d'élus locaux, des aménageurs, mais aussi des associations ou des chercheurs pour avoir une vue d'ensemble des enjeux autour de la crise du logement et de la question de l'artificialisation des sols. Et une seconde phase où en fait on a fait des entretiens d'études de cas avec 16 collectivités qui étaient engagées dans une démarche de sobriété foncière pour avoir leur retour sur ce qui marche pas et évaluer en fait les politiques publiques les plus pertinentes. Donc, on a identifié trois grands leviers qui permettent de résoudre la crise du logement et de protéger les sols en même temps. Donc, le premier, c'est de produire du logement sans construire en réutilisant le bâti déjà existant. Le deuxième, c'est construire là où c'est possible, mais de manière efficace, de manière sobre, au sein de l'enveloppe urbaine. Et le troisième, levier qui est en fait maîtriser les prix, notamment pour éviter une incitation en fait aux populations d'aller s'installer en périphérie, là où les prix sont moins chers, et d'éviter ainsi l'étalement urbain. Donc, je vais revenir surtout sur les deux premiers leviers. Donc, le premier levier qui est l'utilisation du bâti existant. Dans ce bâti existant, on identifie notamment la question des logements vacants, représente en fait 8,2% du parc total de logements. Donc, c'est un potentiel assez important à mobiliser. Donc, ça représente 3,1 millions de logements et notamment 1,2 million de logements vacants de longue durée qui sont lesquels les plus faciles à mobiliser et qui nous semblent le plus intéressant à mobiliser. C'est une question importante parce qu'on se rend compte également que le nombre de logements vacants augmente 2,3 fois plus vite que le nombre de logements. Donc, ça pose à ces questions et on le voit sur le graphique de droite, les bâtiments qui sont le plus concernés par la question de la vacance, c'est notamment les petits immeubles anciens et les petites maisons anciennes. En fait, lorsqu'on s'intéresse précisément aux facteurs de la vacance, on se rend compte qu'en majorité, c'est à cause de la qualité du bâti que les logements sont vacants. Il y a d'autres situations qui expliquent la vacance, notamment la localisation des bâtiments. Sur ce point précis, c'est plus difficile d'agir, puisque ça peut être par exemple des logements qu'on retrouve en bord de route ou à proximité de sites pollués et qui donc ne donnent pas envie aux personnes de vivre en fait dans ces logements. Pareil, il y a la situation des propriétaires qui peut rentrer en compte également dans l'explication de la vacance d'un logement. Par exemple, ça peut être des propriétaires qui ont des logements mais qui sont bloqués en raison d'un héritage. Simplement pour vous présenter, on a également eu un peu des verbatims de personnes qui nous présentaient la situation de la vacance. Donc, on a notamment le verbatim de Rémi Leno de la ville de Roubaix qui montre qu'en fait, il y a plusieurs profils de propriétaires de logements vacants. On a d'un côté parfois des ménages modestes qui ont obtenu un logement à la suite d'un héritage, mais qui, face au coût important de rénovation, ne peuvent pas le remettre sur le marché. Et tandis que de l'autre, on a des multipropriétaires de logements vacants qui en fait acquièrent des logements dans une logique spéculative en espérant un retournement de marché. Et on voit que c'est un problème puisque c'est surtout ces propriétaires qui empêchent de mettre ces logements sur le marché. Il y a environ un tiers des logements vacants qui sont détenus par des multipropriétaires de logements. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. On pourrait mettre en place une taxation progressive sur les multipropriétaires afin d'inciter à remettre ces logements sur le marché et renforcer les aides à la rénovation, notamment pour les propriétaires les plus modestes, afin de réduire le reste à charge au minimum pour remettre ces logements sur le marché. Au-delà de ça, on a également la question des résidences secondaires, qui est aussi une question prégnante. En effet, il y a environ 10% du parc total de logements qui est constitué de résidences secondaires. On le voit assez bien sur la carte qui présente en fait la localisation des résidences secondaires. Elles sont situées principalement sur les zones côtières et dans les zones de montagne ainsi que dans les villes-centres des métropoles. Et en fait, ces résidences secondaires, elles posent problème pour les personnes qui travaillent dans ces villes et qui ont du mal à pouvoir se loger. Il faut savoir que le nombre de résidences secondaires a fait x3 en 50 ans et qu'il y a certaines villes qui ont un nombre de résidences secondaires assez impressionnant. Je pense par exemple au Sable d'Olonne où un tiers du parc total de logements, ce sont des résidences secondaires. Et on a également des villes dans la baie de Somme où il y a plus de 80% du parc total de logements qui est dédié à la résidence secondaire.
De même, donc simplement deux verbatims pour pouvoir un peu se rendre compte de cette problématique ou qui témoigne en fait simplement de la difficulté à trouver un logement, notamment pour les travailleurs et aussi pour les travailleurs saisonniers. Là aussi, la taxation peut être une piste à envisager, une taxation progressive pour les multipropriétaires de résidences secondaires. On estime que ce ne sera pas possible que des personnes aient plusieurs résidences secondaires et qu'il va falloir réussir à mobiliser une partie de ce parc des logements, le remettre en tout cas à la location pour permettre, pour permettre de faire des résidences à usage d'habitation principale. Il y a une autre question également dans l'utilisation du bâti existant qui est en fait la question de l'occupation du logement. On se rend compte en fait que la situation, elle est un peu particulière parce qu'on a des ménages qui ne correspondent pas à la taille de leur logement. Euh, c'est une situation qu'on n'avait pas identifiée forcément au départ, mais c'est une situation qui nous a été remontée par la plupart des collectivités que l'on a interrogées. Donc sur les 16, il y en a 11 qui nous ont parlé de la question du parcours résidentiel. Et donc on le voit sur le graphique, il y a toute une partie de la population qui vit dans des logements qui sont trop petits pour la taille du foyer, alors qu'à l'inverse, on a des ménages qui sont en situation de sous-peuplement. Et en fait, si on analyse la taille de ces ménages et qu'on le met en corrélation avec l'âge du foyer, on se rend compte que c'est principalement les personnes âgées qui sont en situation de sous-peuplement, avec environ 85% des seniors qui sont en situation de sous-peuplement. Cette situation, en fait, elle est assez facilement explicable. C'est lié au parcours de vie des ménages qui avaient des logements adaptés à leur taille de foyer, mais lorsque les enfants sont partis, lorsque le ou la partenaire est décédé, ces personnes se retrouvent seules dans des logements trop grands. Et ce n'est pas forcément en fait une situation qui est choisie. Euh, Parce que notamment, ça entraîne des coûts qui sont parfois importants, notamment en termes de chauffage pour la personne seule, des problèmes également de dépendance pour les personnes âgées, avec des logements qui sont plus adaptés à la vieillesse, et enfin une problématique également d'isolement social assez forte et qu'il paraît intéressant de remettre, de remettre en cause et de pouvoir proposer d'autres logements qui permettent de recréer du lien social. Donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de créer des logements, des résidences seniors qui donnent envie aux personnes de quitter peut-être leur foyer pour avoir un logement plus adapté à leurs besoins et de remettre ces grands logements sur le marché. Comme ça, c'est un besoin en construction qui est réduit. Donc, ça peut passer notamment par de l'habitat partagé, des résidences en forme de béguinage ou de l'habitat intergénérationnel qui pourrait permettre de répondre aux besoins de ces personnes âgées. Donc ça, c'était toute la première partie sur la question de la mobilisation du bâti existant. Mais maintenant, on va passer au deuxième levier, qui est réussir à construire au sein de l'enveloppe urbaine, notamment grâce à la densification douce verticale. La densification douce verticale, c'est notamment pouvoir réussir à surélever les bâtiments afin de répondre aux besoins de logement sans artificialiser de nouveaux sols. Ça peut être à la fois de la surélévation de bâtiments, mais également construire dans les sous-sols pour éviter d'avoir une nouvelle emprise sur le sol. Donc, il y a eu des estimations qui estiment qu'environ 3 à 5 du bâti d'une ville pourrait être surélevé, ce qui représente un potentiel assez important en termes de production de logements. Et il faut savoir que cette construction en surélévation, elle peut avoir des coûts. Ça représente environ 20% de coûts supplémentaires par rapport à la construction d'un nouvel immeuble, mais ça apporte des bénéfices essentiels. Donc, on l'a dit, ça évite une nouvelle emprise sur le sol, mais également, ça permet d'avoir des logements qui sont au plus près des services publics. Et ça évite également de construire de nouvelles infrastructures de réseau, par exemple les canalisations d'eau, d'évacuation d'eau usée, car tout est déjà connecté. On a également la densification douce horizontale, qui est un autre moyen de produire du logement au sein de l'enveloppe urbaine. C'est notamment en réussissant à construire en front de jardin ou en front de rue, sur les dents creuses,
grâce à de la division parcellaire. Il a été estimé que si on réussissait à mobiliser 1% des propriétaires, on pourrait réussir à produire environ 90 000 logements par an, ce qui là encore représente une source potentielle assez intéressante. Toutefois, cette densification horizontale, elle doit se faire obligatoirement de manière douce et de manière concertée. Il faut à tout prix éviter que ce soit les propriétaires les plus modestes qui subissent la densification en espérant en retirer notamment un apport financier qui peut être nécessaire soit à l'étude de leurs enfants, soit à la rénovation de leurs bâtiments, mais qui subiraient à eux seuls les problèmes de densification qu'on connaît, avec un accès moindre aux espaces verts et une proximité plus importante. Donc, il faut réussir à répartir cet effort de densification sur l'ensemble du territoire et faire en sorte également de prendre en compte les trames écologiques, car la biodiversité se trouve notamment dans les espaces verts, dans les jardins. Et donc, elle doit se faire de manière concertée avec les collectivités locales, les aménageurs et les habitants du quartier. Donc simplement également une autre piste de solution, ça pourrait être le recyclage foncier et notamment le recyclage de friches. On estime qu'il y a environ 170 000 hectares de friches qui sont disponibles en France. Il faut savoir que les friches, au sens de la nomenclature ZAN, donc au sens dont a été défini ce qui est considéré comme un sol artificialisé ou ce qui est considéré comme un sol non artificialisé, il a été considéré que les friches étaient des sols artificialisés. Donc, construire sur ces friches ne constitue pas une nouvelle artificialisation. Donc, ça représente également un potentiel assez intéressant pour construire sans détruire la biodiversité. Toutefois, il faut avoir conscience qu'en fait, la réhabilitation de friches, c'est quelque chose qui est assez coûteux, notamment si c'était des espaces qui ont été au préalable occupés par des industries. Les coûts de dépollution, de démolition des bâtiments peuvent être assez élevés. On estime que en moyenne, par hectare, c'est environ 780 000 euros de coûts de réhabilitation. Il faut également savoir que la réhabilitation des friches, elle doit se faire après une évaluation écologique. En effet, les friches, elles évoluent de manière assez libre et elles abritent une biodiversité qui est assez intéressante, qui est différente de celle qu'on a l'habitude de rencontrer dans les parcs et jardins. Dans les parcs et jardins, en fait, la manière de gérer ces parcs, elle tend à être assez uniforme sur l'ensemble du territoire. Donc, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes espèces, des espèces assez généralistes. Alors qu'à l'inverse, dans les friches, vu que c'est en libre évolution, c'est des espèces différentes qu'on y retrouve. On retrouve notamment des espèces urbanophobes qui sont plus craintives vis-à-vis de l'être humain et qui donc se plaisent plus dans ces milieux. Donc, nous, ce qu'on conseille de faire, c'est d'évaluer écologiquement ces friches afin d'avoir une liste de friches à artificialiser en priorité et de le faire en fonction à la fois des besoins, mais également en fonction de la biodiversité que ces friches abritent. Voilà, si tu veux présenter la suite, Hélène, sur le logement social. Oui, merci Félix. Effectivement, on voulait faire une dernière proposition et sur lequel on voulait mettre une lumière particulière, c'est la production de logement social, qui est, contrairement à ce qu'on peut l'entendre parfois dans le débat public, est un modèle qui est adapté à la sobriété foncière, aux enjeux du ZAN, pour plusieurs raisons. Déjà, il permet de proposer des logements à prix abordable dans un contexte où l'offre foncière sera de plus en plus limitée. C'est aujourd'hui aussi le seul outil pour assurer qu'un logement nouvellement construit soit durablement utilisé en résidence principale et ne bascule pas en résidence secondaire, en meublé de tourisme, ce qui est quasiment impossible dans l'habitat privé classique. Le taux de vacances dans le logement social est aussi 2 fois plus faible que dans le parc que dans le parc privé, pardon, de même que la sous-occupation. Il est aussi plus facile d'agir dans le parc social contre l'habitat indigne, l'habitat dégradé, la précarité énergétique, puisque les travaux sont à la charge du bailleur, d'un seul bailleur, ce qui exclut les risques de blocage de travaux dans certains qu'on peut voir dans certaines copropriétés dans le parc privé. Le logement social, c'est aussi un modèle de construction d'aménagement qui est compatible avec la sobriété foncière parce qu'il est déjà faiblement consommateur d'espace. Aujourd'hui, l'habitat, c'est le premier facteur d'artificialisation
en France. À peu près 63% de l'artificialisation est due à l'habitat. Mais en fait, c'est surtout l'habitat individuel. L'habitat collectif, il est responsable de 3% de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, en tout cas entre 2006 et 2014. C'est 47% pour l'habitat individuel. Or, 84% des logements sociaux sont de l'habitat collectif. De plus, le logement social, c'est aussi un type de modèle d'habitat qui est majoritairement produit sur du sol qui est déjà artificialisé. Par exemple, en Île-de-France, 87% de la production HLM, elle est faite en densification, en recyclage, en renouvellement urbain, qui rejoint les solutions que Félix a présentées. Dans les Hauts-de-France, c'est 2 tiers de la production HLM qui est faite en recyclage urbain. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, le ZAN, il ne doit pas devenir un prétexte pour revoir à la baisse les objectifs de production de logements sociaux. On peut continuer à construire, il faut qu'on construise mieux et de façon beaucoup plus sobre. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de collectivités qui continuent de faire de la résistance, notamment en ne respectant pas les objectifs de la loi SRU qui impose 20 à 25% de production de logements sociaux. Il serait même crucial, dans un monde idéal, de renforcer ces objectifs de production de logements sociaux dans les communes qui en ont besoin, de rétablir l'équilibre foncier du secteur HLM qui a été gravement affecté ces dernières années par de nombreuses politiques budgétaires, et puis de faciliter aussi cet accès au foncier par les bailleurs sociaux qui rejoignent notre demande de hiérarchiser les besoins par rapport à la limite du nombre d'hectares de consommation de foncier qu'on peut encore consommer pour rester dans nos objectifs de sobriété. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas du tout dans cette direction que ça va, et donc j'en profite pour faire un petit point d'actualité. Plutôt que renforcer la loi SRU, il y a aujourd'hui un projet de loi qui est sur la table et qui prévoit d'affaiblir sa mise en œuvre. C'est un projet qui dénature l'esprit de la loi en y intégrant des objectifs de production de logements locatifs intermédiaires, donc qui s'adressent plutôt à des cadres qu'à des ménages modestes. Pour donner une idée, en fait, c'est des plafonds de ressources d'à peu près 7 500 € par mois pour un couple avec 2 enfants à Lyon, donc on n'est vraiment pas sur des ménages modestes. Donc ça, en fait, cette loi, ces objectifs-là reviendraient à faire reculer les chances des classes populaires et moyennes fragilisées d'accéder à un logement décent. Donc, pour revenir au rapport et pour conclure, on a donc formulé une quarantaine de recommandations pour viser les politiques publiques, pour identifier tous les leviers qui pourraient être levés. C'est vraiment pas, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment de l'acupuncture, je dirais. C'est beaucoup de différentes solutions qu'il faut réussir à activer et aussi à développer au gré des spécificités de chaque territoire, puisque chaque territoire a des problématiques qui sont diverses et sur lesquelles il faut s'adapter. On a une dernière slide un peu sur 5 propositions phares qu'on met en général en exergue, dont on peut discuter, augmentation du fonds vert notamment pour aider au développement de production de bâtiments en recyclage urbain notamment, un programme d'expérimentation de parcours résidentiel senior, c'est ce dont parlait Félix, des propositions sur la maîtrise des prix du foncier, sur une fiscalité progressive sur les résidences secondaires et les logements vacants, en fonction du nombre de biens détenus, comme Félix le mentionnait également, et puis ce que je viens de dire sur le soutien renforcé au logement social qui vient à contre-courant de la politique gouvernementale actuelle, malheureusement. Merci. Merci à vous deux pour cette présentation. Du coup, eh bien, maintenant nous allons passer au temps de questions-réponses comme je l'annonçais. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques premières questions, mais n'hésitez pas à en rajouter dans le chat. Le temps est limité, mais je vais essayer de condenser les questions le plus possible. Et d'ailleurs, pour commencer, moi je voulais en savoir plus concernant le parcours résidentiel senior et justement s'il y avait des expérimentations ou des bonnes pratiques que vous avez pu remarquer dans des collectivités pour aider, favoriser, motiver pour aller davantage partir de son pavillon pour aller faire de l'habitat collectif. Voilà. Oui, moi, je peux peut-être commencer à apporter quelques éléments de réponse. Il faut savoir que c'est un sujet qui est assez clivant. Parfois même, lorsque le maire de certaines communes essaye de proposer des solutions, il peut y avoir une réticence ou certaines personnes qui considèrent que ce serait
faire sortir les personnes âgées de chez elles, alors que c'est pas du tout l'objectif. C'est au contraire de proposer des lieux de vie qui permettent à des personnes de sortir de la dépendance et de recréer du lien social. On a quelques exemples de résidences pour personnes âgées qui ont marché, notamment le, des résidences en béguinage solidaire qui préservent en fait l'intimité des personnes avec des résidences, enfin des maisons individuelles pour chaque personne, mais avec un espace partagé, avec un jardin qui permet de créer du lien social et de favoriser les rencontres. Donc on a un peu ces deux aspects-là à prendre en compte. Ça marche, merci. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat sur finalement les documents de présentation, ce que vous mettez, parce qu'on peut le constater aussi avec le travail avec le ou la graphiste sur le projet. Il y a une attente d'avoir des documents de présentation à présenter directement à leurs élus pour convaincre, en fait. Est-ce que vous, il y a des choses qui sont disponibles sur vos sites et de votre structure? Pour le moment, il y a le rapport qui est disponible sur nos deux sites internet, donc à la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre. La présentation en elle-même, je ne sais pas encore, mais je pense que c'est possible de partager quelques éléments. Ça marche. Oui, oui, on peut Alors, faire passer le PowerPoint si c'est Mm. nécessaire, je pense. ok, super. Et donc, on a une question. Y a-t-il des éléments sur la priorisation du logement dans la loi ZAN? Des parlementaires ont porté des amendements pour favoriser la production de logements sur le reste artificialisé. Et sur quel argument cela n'a-t-il pas été retenu? J'ai... Ouais, Excuse-moi, je tu vais peux la répéter redire, la question, pardon. je ne la vois pas. C'est une question d'Émilie Sarrazin à 9h21. Oui, alors sur la priorisation du logement dans la loi ZAN, en fait, l'objectif ZAN, il doit rentrer là dans les documents d'urbanisme dans les prochaines années, dans les SCOT et PLU. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi qu'il y a la question de la priorisation qui doit être abordée pour les collectivités. Donc, ça se fera aussi de façon ciblée dans chacune des collectivités par rapport à leurs besoins, etc. Après, est-ce que c'est mentionné dans la loi ZAN? J'ai un doute. Félix, je ne sais pas si Non, tu peux enfin, en tout sauver cas, il ne là-dessus. faut pas qu'il y ait de cible particulière de priorisation du logement. Après, enfin, comme tu l'as mentionné, c'est au document d'urbanisme, en fonction des besoins du territoire, d'établir des priorités. Donc, ça se fait plutôt de manière déconcentrée. Alors aussi, il y a une question concernant la densification horizontale qui manifestement sur le terrain et se heurte à l'opposition de certains maires. Est-ce que vous avez des exemples à partager de densification horizontale réussie? Donc, en horizon pavillonnaire. Oui, il y a notamment la ville de Poitiers qui a essayé de mettre en place des, de la densification horizontale en réussissant à créer à préserver en fait des cœurs d'îlots végétalisés et en même temps à rassembler, enfin, à réussir, pardon, à produire du logement tout en préservant un cœur d'îlot végétalisé à l'intérieur de son territoire. Ça marche, merci. Alors, d'après le directeur prospectif de Enedis, si nous voulons atteindre le zéro net carbone, il faut arrêter de construire immédiatement et s'orienter vers la conversion des immeubles inoccupés en habitation et dans l'isolation des passoires thermiques, chaud comme froid. Est-ce possible? Bah, c'est l'objet de ce rapport, hein, c'est de montrer que si, c'est encore possible de construire un petit peu, mais il faut construire mieux. Il faut effectivement convertir les immeubles inoccupés, comme on disait tout à l'heure, lutter contre la sous-occupation, intensifier les usages dans les bâtiments, isoler les passoires thermiques, rénover l'habitat indigne et dégradé. Donc ça fait partie des solutions qui sont possibles, mais on n'arrivera pas à répondre à tous les besoins de logement, notamment tous nos besoins, seulement en intensifiant les usages, en réduisant la sous-occupation, en isolant. Donc
il faut réussir à construire, mais à construire mieux. Et donc, comme on le disait, en recyclage urbain, en densification douce et en construisant du logement collectif et notamment du logement social. Et il y a aussi d'autres expérimentations qui ont été menées, notamment sur la création d'habitats légers, qui constituent, enfin, qui ont moins de conséquences, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si on fait de la construction en bois, par exemple, ça évite d'avoir les mêmes impacts que de la construction en béton, tout simplement. Et ça a aussi un impact moindre sur les sols, car ce sont des éléments qui peuvent être facilement démontables. Donc c'est aussi une solution qui peut être privilégiée dans certains endroits et pour certains usages. Alors, je vais lire la dernière question. A-t-on des éléments sur le sujet de la conciliation des deux objectifs, ZAN et développement des énergies renouvelables pour l'habitat? Développement énergie renouvelable pour l'habitat, j'imagine qu'on parle du solaire, éolien notamment ou... Je sais pas, là-dessus, je peux te laisser répondre peut-être, Félix? Oui, alors honnêtement, j'ai pas énormément d'éléments à apporter. Simplement, on estime que lorsqu'on fait de la surélévation de bâti, ça peut être aussi une opportunité pour installer des panneaux solaires ou des éoliennes sur le bâtiment. Donc, ça peut être une piste de solution. Euh, Actuellement aussi n'est pas considéré comme artificialisé en fait sous certaines conditions les panneaux solaires s'ils sont installés sur le sol. Donc c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause parce que nous on considère notamment que si un sol est totalement recouvert de panneaux solaires, on pourrait le classifier comme artificialisé. Mais il a été fait le choix pour continuer à développer les énergies renouvelables de considérer ces sols comme non artificiels, sous certaines conditions, bien sûr. Et bien entendu, écoutez, il est 9h27 maintenant et on va se diriger vers la fin de ce webinaire. On espère que vous avez apprécié cet échange, que vous retrouverez le replay dans vos boîtes mail et sur le site internet du Pacte du pouvoir de vivre dans la journée. Si vous souhaitez aller plus loin, comme disaient Félix et Hélène, vous retrouverez le rapport sur le site des deux structures. Donc le rapport qui s'appelle Réussir le ZAN en réduisant le mal logement, c'est possible. Avant de nous quitter, nous vous encourageons également à vous inscrire à la newsletter du Pacte qui vous tiendra au courant de la tenue des prochaines sessions. Donc actuellement, il y a la question des élections européennes qui occupe beaucoup le pacte et du coup, le 24 mai, il y aura un webinaire concernant la lutte contre la pauvreté et le logement et le 30 mai en lien avec le pacte vert. Eh bien voilà, je remercie encore Félix et Hélène pour cette présentation, ainsi que toutes les personnes qui ont assisté à cela. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci Merci beaucoup, beaucoup. bonne journée.